Bienvenue chez Détective Eternos. Ce soir, nous suivons Miss Marple dans The Clue in the Widow's Mantilla. Un voile cache plus que du chagrin, et un seul secret peut tout changer. Maintenant, versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. Le soleil de fin d'après-midi baignait doucement les pelouses du manoir de Oldstone, où la garden party de Lady Hardwicke battait son plein. Des tables dressées de porcelaine fine et de nappes brodées étaient tendues sous les treilles de rosier, leurs délicates tasses en porcelaine remplies de thé fumant et de tranches de gâteau aux graines posées à côté. Le murmure des conversations polies se mêlait aux rires occasionnels de la femme du vicaire, tandis que le son lointain d'un gramophone diffusait des airs de valse par-dessus les haies. Pour l'observateur non averti, c'était un événement parfaitement serein, mais à St. Mary Mead, de tels événements dissimulaient souvent plus qu'ils ne révélaient. À l'écart de l'assemblée était assise Miss Jane Marple, vêtue de sa robe d'été lavande pâle et de son chapeau de paille bordé d'un ruban délavé. Elle tenait sa tasse de thé avec légèreté et écoutait, ses yeux bleus attentifs sous une expression apparemment douce. Pour ceux qui la connaissaient peu, elle ressemblait à l'image même d'une vieille fille satisfaite de ragots et de jardin. Pour ceux qui la connaissaient bien, en revanche, elle était la discrète réceptrice de chaque remarque, geste et incohérence. Lady Hardwicke elle-même présidait, telle une reine inspectant son domaine. À ses côtés se tenait Madame Carroway, une veuve récemment revenue d'Espagne qui portait, avec une certaine ostentation, une mantille de dentelle noire ornée d'une broche en argent. C'était un accessoire remarquable pour une réunion aussi provinciale, et il suscita des commentaires. Madame Bantry chuchota à sa voisine que la dentelle devait être précieuse, tandis que la couturière du village hocha la tête d'un air entendu, soulignant la qualité de la broderie. Madame Carroway se contenta de sourire, un brin mystérieux, comme si son voile recelait non seulement de la dentelle, mais aussi des secrets. C'est au moment précis où le recteur se leva pour trinquer à l'anniversaire de Lady Hardwicke que l'atmosphère de la fête changea. Un cri strident, surpris, détonnant dans le décor raffiné. Plusieurs dames laissèrent tomber leurs tasses de thé tandis que les têtes se tournaient vers la haie d'if bordant la pelouse. Là, à moitié caché dans l'ombre, gisait le corps d'une jeune servante, son tablier amidonné taché d'une tache sombre et diffuse. Des hoquets de surprise parcoururent l'assemblée. Lady Hardwicke serrait ses perles. La mantille de Madame Carroway glissa de travers lorsqu'elle porta la main à sa bouche. Le vicaire trébucha sur ces mots et se tut. Seule Miss Marple demeura parfaitement immobile, l'expression d'une profonde et tranquille gravité. Elle posa sa tasse de thé sur sa soucoupe avec la plus grande précaution, comme si la préservation de la porcelaine était aussi vitale que celle de la vérité. En quelques instants, des voix paniquées s'élevèrent. Suggestions, accusations et spéculations fusèrent comme des oiseaux effrayés. Le jardinier jura avoir aperçu un inconnu près de la haie, plus tôt dans la matinée. Madame Bantry était certaine qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Le colonel Melrose marmonna des choses sur les bolcheviks et les gangs londoniens. Chaque explication était formulée avec plus d'urgence que de certitude. Miss Marple ne dit rien. Elle observa Madame Carroway, qui serrait la mantille contre elle comme si elle lui offrait plus qu'un simple ornement. Elle remarqua le rapide coup d'œil de Lady Hardwicke vers son majordome, dont le visage habituellement impassible trahissait une légère trace d'inquiétude. Elle observait les villageois non seulement avec ses yeux, mais avec la mémoire aiguë des faiblesses humaines qu'elle avait étudiées toute sa vie. Car Miss Marple comprenait que les rumeurs de meurtre venaient rarement d'inconnus, elles naissaient du terreau de la familiarité, arrosées par l'envie, la cupidité et des ressentiments longtemps entretenus. On fit venir l'inspecteur de Much Benham. Tandis que les invités s'inquiétaient, Miss Marple songea discrètement qu'il ne s'agissait pas d'une simple tragédie. C'était le début d'une histoire étroitement liée à des motivations humaines, et les mantilles de la veuve, exposées de façon spectaculaire, pourraient bien être un indice plutôt qu'un costume. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue dans St. Mary Mead aussi vite que la fumée s'échappant d'une cheminée au toit de chaume. Le bureau de poste du village, d'ordinaire un lieu tranquille où l'on déposait timbres et colis, devint le lieu d'échange officieux des spéculations. Madame Perkins, qui se targuait d'être au courant avant même que la cloche du pasteur ne sonne 9 heures, était déjà penchée par-dessus le comptoir, chuchotant à la jeune Elsie, la vendeuse, la terrible scène de Oldstone Manor. Sa version des faits s'était enrichie à chaque récit, jusqu'à ce que la pauvre servante ne soit plus simplement retrouvée morte,
mais qu'on la retrouve serrant un morceau de dentelle déchiré dans sa main. Elsie, les yeux écarquillés, répéta ce détail à la cliente suivante, qui le répéta avant même qu'elle ne quitte les lieux. En milieu de matinée, l'endroit avait repris vie, transformé par les murmures en mobile même du crime. Chez le marchand de légumes, le colonel Melrose disserte sur la probabilité d'une influence étrangère. Il était convaincu que la mantille espagnole de Madame Carroway était le symbole d'une société clandestine. D'un hochement de tête ferme, il déclara que les troubles londoniens s'infiltrent dans la campagne et qu'une bande de désespérés avait peut-être suivi la veuve depuis l'étranger. Sa théorie trouva un écho favorable parmi les jeunes hommes du village qui savouraient l'idée d'un danger si proche. Pourtant, même eux ne parvenaient pas à expliquer pourquoi une servante, présente à une garden party, pouvait être la cible privilégiée d'une conspiration d'une telle envergure. Pendant ce temps, la femme du vicaire adopta une interprétation plus douce. Au cours d'un thé avec Madame Bantry, elle insista sur le fait que la tragédie devait être liée à des affaires de cœur. D'après son expérience, une jeune femme connaissait rarement le malheur sans un homme en arrière-plan. Elle parla avec gravité des romances indécentes et des rencontres clandestines à la lueur des lampes. Madame Bantry, qui aimait les histoires à scandale, saisit cette suggestion avec enthousiasme et commença à désigner la moitié des jeunes hommes de la paroisse comme coupables potentiels. Le laitier, elle en était certaine, se comportait étrangement ces derniers temps, et elle se souvenait avoir vu la servante rougir lorsqu'il apportait les biberons du matin. Miss Marple, quant à elle, écoutait. Elle était assise près du feu dans sa petite maisonnette soignée, une pelote de laine bleu pâle posée sur ses genoux, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, au rythme d'une longue habitude. L'écharpe de son neveu grossissait sans cesse, même si elle avait l'esprit ailleurs. La nouvelle du crime lui était parvenue bien avant que ses voisins ne frappent à la porte, car elle avait suffisamment vu le jardin de Lady Hardwicke pour savoir que l'affaire ne serait contenue ni par des murs ni par des haies. Lorsque Madame Bantry entra en courant avec les dernières nouvelles, Miss Marple se contenta d'un hochement de tête et d'offrir du thé. Elle encouragea la conversation, ses questions douces et ses remarques apparemment anodines, mais chaque mot restait gravé dans sa mémoire comme une maille dans son tricot. L'inspecteur de Much Benham était revenu au manoir ce matin-là pour interroger la maisonnée. Sa présence fut discutée presque autant que le crime lui-même, car les villageois étaient fascinés par l'idée d'une enquête professionnelle. On disait qu'il avait déjà de forts soupçons contre le majordome, dont l'attitude guindée ne lui avait pas valu la sympathie des invités. D'autres pensaient que Madame Carroway elle-même était surveillée de près, car ses manières étrangères et sa mantille théâtrale semblaient trop théâtrales pour être innocentes. Des voix plus charitables suggéraient que la pauvre veuve était simplement mal habillée. Pourtant, même la sympathie était teintée de curiosité, car qui portait de tels atours pour un thé à St. Mary Mead, à moins de chercher à se faire remarquer? Au manoir, Lady Hardwicke s'efforça de préserver sa dignité. Elle ordonna aux domestiques de poursuivre leurs tâches avec sang-froid, malgré la pâleur et les tremblements de plusieurs. La jeune servante découverte s'appelait Clara et était appréciée aux cuisines. Son absence laissa un vide non seulement dans le service, mais aussi dans le cœur de ceux qui avaient travaillé à ses côtés. La cuisinière pleurait ouvertement, tandis que le valet de pied fixait le sol d'un air maussade, refusant de croiser le regard de qui que ce soit. Lady Hardwicke elle-même gardait un calme fragile, la voix hachée, tandis qu'elle expliquait à l'inspecteur que Clara avait été assidue et joyeuse, sans aucun ennemi à sa connaissance. Pourtant, sous ses paroles polies, se lisait un léger tremblement, comme si l'événement avait ébranlé son assurance. C'est à la porte du cimetière que la discussion la plus animée eut lieu. Un petit groupe de villageois s'était rassemblé après l'office du matin, la voix basse mais pressante. Monsieur Lumley, le maître d'école, affirma que Clara avait été aperçue tard le soir à plusieurs reprises, marchant dans le chemin menant à la voie ferrée. Cela, affirmatif, suggérait qu'elle rencontrait quelqu'un d'extérieur au village. Madame Perkins rétorqua qu'elle n'avait jamais rien vu de tel et que Monsieur Lumley exagérait. Le forgeron ajouta que Clara lui avait récemment emprunté un livre sur les coutumes espagnoles, ce qui la liait clairement à Madame Carroway. À ces mots, tous les yeux s'écarquillèrent et le cercle de suspicion se resserra autour de la veuve. Malgré tout cela, Miss Marple demeurait sereine en apparence. Elle écoutait en silence, les mains soigneusement jointes sur son sac à main. Par moments, elle paraissait presque somnolente, comme si la conversation était trop futile pour retenir son attention. Mais derrière son calme apparent, son esprit fonctionnait avec constance.
Elle se souvenait de la façon dont Madame Carroway avait serré sa mantille lorsque le corps avait été retrouvé. Elle repensait au regard rapide de Lady Hardwicke au majordome. Elle se souvenait du tablier de Clara, dont la tache sombre s'étendait rapidement sur le tissu. Pour la plupart, ce n'étaient que des fragments disjoints. Pour Miss Marple, c'étaient les fils d'une tapisserie que seule la patience et une observation attentive pouvaient s'y révéler. À la fin de la journée, les théories abondent et les certitudes se faisaient rares. Les villageois étaient à la fois alarmés et euphoriques, car le meurtre apportait une étrange vitalité, perturbant la routine des jardins et des marchés par un drame soudain. Pourtant, sous ces spéculations se cachait un malaise que les bavardages ne pouvaient dissiper. Si une telle violence pouvait frapper une garden party, nul endroit n'était à l'abri des pulsions les plus sombres de la nature humaine. Miss Marple tira ses rideaux au crépuscule et se remet à tricoter. L'écharpe s'allongeait sous ses doigts, chaque rang marquant le temps qui passe. Dehors, les lampadaires du village s'allument, projetant leur petit cercle de lumière le long des ruelles. Dans l'une de ces ruelles, elle le savait, marchait une personne dont le secret pesait lourdement sur elle. Elle l'avait déjà vu avant ce regard inquiet, ce déni hâtif, cette explication trop prompte. Les êtres humains, songea-t-elle, sont d'une inventivité infinie dans leur tromperie, mais la vérité a le don de se révéler dans les plus infimes détails. Et c'est dans ces détails, ignorés des autres, que se trouverait la solution à la mort de Clara. L'inspecteur de Mulchpenham, M. Crail, revint à St. Mary Mead le lendemain, l'air d'un homme déterminé à accomplir sa tâche au plus vite. C'était un homme large d'épaules, à la moustache aussi raide que ses manières, et il croyait aux preuves qui pouvaient être pesées, mesurées ou attestées sous serment. Les villageois l'accueillirent avec une curiosité respectueuse, tandis qu'il arpentait la rue principale, s'arrêtant de temps à autre pour noter de petits détails dans son carnet. Pour beaucoup, c'était un spectacle rassurant, la loi, et l'ordre retrouvait leur juste place au cœur de la tragédie. Pourtant, pour Miss Marple, qui observait depuis la vitrine de la mercière, l'inspecteur semblait bien trop certain de savoir où trouver la vérité. Au manoir de Oldstone, Crail commença par la maison. Lady Hardwicke le reçut dans son petit salon, ses perles soigneusement choisies et son ton gracieux mais ferme. Elle lui fit part de son horreur face à l'incident, insistant sur le fait que rien de tel n'avait jamais terni ces réunions. Clara, dit-elle, avait été une bonne fille, quoique peut-être un peu influençable. Crail la pressa de lui trouver des ennemis, mais Lady Hardwicke, après un silence, ne put que suggérer que parfois les employés subalternes fréquentaient des gens peu recommandables. Son regard se posa brièvement sur le majordome, immobile derrière la chaise, et Crail nota quelque chose. Madame Carroway, la veuve à la mantille, fut la suivante. Elle entra dans la pièce vêtue de soie noire, son voile soigneusement arrangé pour dissimuler ses traits. Crail la trouva théâtrale, peut-être même évasive. Il s'enquit de sa dentelle, dont les villageois avaient fait la une du jour au lendemain. Elle sourit faiblement, disant que c'était un vêtement de famille, rien de plus. Clara l'avait admiré, certes, et l'avait un jour interrogée sur la mode espagnole, mais au-delà de cela, elle ignorait tout de la mort de la jeune fille. Crail remarqua son accent, ses pauses occasionnelles, et décida qu'elle cachait plus qu'elle n'en avouait. La suspicion, pensait-il, se manifestait souvent par des airs étrangers. Pendant ce temps, au village, les conversations de la veille persistaient. On avait appelé la famille de la servante, et une petite foule s'était rassemblée près de la voie ferrée pour les voir arriver, paquets et mouchoirs à la main. Leur chagrin était évident, mais malgré cela, des rumeurs couraient selon lesquelles le frère de Clara s'était emporté et aurait pu lui attirer des ennuis. À la poste, elle s'y répéta cette suggestion avec assurance, bien qu'elle ne l'eût entendue de source plus fiable qu'un charretier de passage. Ainsi va la rumeur dans les villages, le silence laissé par l'ignorance se comble, et chaque voix ajoute du poids à l'invention. Miss Marple, cependant, se déplaçait discrètement parmi ses voisins, écoutant avec la même patience qu'elle accordait à ses roses. Elle n'interrompt ni ne corrigeait, elle se contentait de classer chaque récit, comme on conserve des bouts de tissu qui pourraient plus tard faire partie d'un patchwork. Chez le marchand de légumes, elle apprit que Clara avait été aperçue près des grilles du manoir, une lettre à la main. Sous le porche de l'église, on racontait qu'elle s'était disputée avec une autre servante 2 jours avant sa mort. Chaque histoire laissait entrevoir une possibilité, mais Miss Marple savait que les gens se souviennent souvent plus vivement après coup, remodelant leur mémoire pour l'adapter au drame. Crail, de son côté, était convaincu que le majordome détenait la clé. L'homme était trop calme, trop réticent à soutenir son regard. Il le pressa fort dans l'office, lui demandant où il était quand le cri s'était fait entendre.
Le majordome répondit avec dignité qu'il s'occupait du service du thé et que toute suggestion contraire était absurde. Pourtant, l'inspecteur demeurait dubitatif. Les domestiques, d'après son expérience, étaient souvent à l'origine des méfaits. Miss Marple ne s'immisça pas dans l'interrogatoire officiel. Elle préférait s'asseoir avec Lady Hardwicke dans le salon, ses aiguilles à tricoter cliquetant doucement, tandis que la maisonnée s'agitait autour d'elle. Lady Hardwicke, tendue, parle plus librement qu'elle ne l'aurait voulu. Elle mentionna que Clara avait été joyeuse le matin de la fête, mais qu'elle avait semblé distraite en disposant les assiettes. Elle se souvint également que Clara avait été chargée d'aller chercher quelque chose dans le bureau peu avant le toast. Miss Marple, sans lever la tête, demanda ce qu'il fallait aller chercher. Lady Hardwicke hésita, puis admit qu'il s'agissait d'un registre que le majordome avait laissé derrière lui. Ces détails, insignifiants et apparemment anodins, Miss Marple les conservait soigneusement. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur descendit la ruelle, convaincu que des progrès étaient en cours. Il annonça à la taverne que l'affaire serait bientôt résolue, car il gardait l'œil sur les incohérences qui ne résisteraient pas à la pression. Les villageois se penchèrent pour l'écouter, leurs visages éclairés par la lumière des lanternes et l'excitation de la proximité du scandale. Madame Bantry, qui ne put s'empêcher de partager son point de vue, déclara que la veuve Carroway était au cœur de tout cela, et que la mantille était pratiquement une confession. La taverne acquiesça bruyamment, même si personne ne put dire précisément pourquoi la dentelle devait mener au meurtre. Miss Marple passe par là, lors de sa promenade du soir, d'un pas lent mais assuré. Elle s'arrêta pour saluer M. Lumley, qui portait une pile de livres sous le bras. Il mentionna, presque distraitement, qu'il manquait un volume à sa collection de prêts, un guide de voyage espagnol emprunté par Clara. Miss Marple exprima un intérêt modéré, d'un ton doux, mais dans son esprit, le sujet correspondait parfaitement à la remarque de Lady Hardwicke. De la dentelle espagnole, un livre espagnol et une jeune fille retrouvée morte lors d'une fête. Les liens étaient ténus, comme les fils d'une toile d'araignée, et pourtant elle avait vu de nombreuses toiles attraper des mouches sans méfiance. Chez elle, Miss Marple alluma sa lampe et se servit d'une tasse de chocolat chaud. Le village bourdonnait d'une énergie frénétique, mais dans son petit salon, tout était calme. Elle songea que l'inspecteur Crail suivait son instinct, envers le majordome et peut-être envers la veuve, mais l'instinct seul était un instrument émoussé. La nature humaine, elle le savait, se révélait non par des gestes audacieux, mais par de petits écarts de conduite. Clara avait gardé un secret en elle, et ce secret s'était finalement avéré fatal. Mais de qui était vraiment ce secret? La question restait posée. Elle posa son tricot et contempla pensivement le feu. Quelque part parmi les demi-vérités et les histoires sordides se trouvait la simple réalité du mobile. Après tout, les gens ne changeaient pas leur nature à cause du crime, ils la révélaient simplement plus clairement. Et à St. Mary Mead, où chacun se croyait ordinaire, le péché extraordinaire du meurtre avait mis ces natures en lumière. Le troisième jour, le village est devenu agité. Des murmures à la boulangerie et à la poste laissaient entendre que l'inspecteur Crail était sur le point de procéder à une arrestation. Son attitude assurée et son pas rapide dans la rue principale donnèrent du poids aux rumeurs. Les gens hochèrent la tête en signe d'approbation, car rien ne perturbe plus un village anglais que l'incertitude. Si quelqu'un pouvait être nommé, au moins les soupçons pourraient reposer sur une seule personne plutôt que sur plusieurs. Au manoir de Oldstone, Crail passe la matinée en conférence sévère avec le personnel de maison. Le majordome fut une fois de plus soumis à un interrogatoire qui ressemblait moins à une enquête qu'à une accusation. Sa posture rigide ne faiblit pas, mais sa voix portait la tension d'une protestation répétée. Il était dans le garde-manger, insista-t-il, s'occupant du plateau d'argent. Il n'avait pas quitté la maison cet après-midi-là avant d'être convoqué par Lady Hardwicke en personne. Crail tapota son carnet de son crayon, l'air peu impressionné, affirmant que les alibis au sein d'une maison pouvaient être facilement fabriqués. Lady Hardwicke, pour sa part, s'offusqua de cette atteinte à son autorité. Elle parla froidement des manières de l'inspecteur, tout en admettant que le majordome avait parfois fait preuve d'une humeur déplaisante lorsqu'on le corrigeait. Cela suffisait à Crail. À ses yeux, l'humeur pouvait engendrer la violence, et les domestiques, offensés, étaient incapables d'actes désespérés. L'idée lui convenait car elle n'exigeait aucun démêlé avec les invités les plus distingués de la garden party. Un domestique coupable était simple, et Crail préférait la simplicité. La nouvelle des soupçons de l'inspecteur parvint au village vers midi. Madame Perkins déclara que c'était la preuve que son instinct avait été juste depuis le début. Madame Bantry soupira.
estimant que l'affaire n'était pas aussi dramatique qu'elle l'espérait. L'épouse du pasteur exprima son soulagement qu'aucun paroissien de haut rang ne soit impliqué. Chaque déclaration se propageait rapidement, portée par des voix enthousiastes. Le nom du majordome, M. Simmons, devint le refrain du jour. Pourtant, d'autres ne parvenaient pas à l'accepter. La cuisinière du manoir, les yeux rougis par le chagrin, jurait que Simmons était incapable d'une telle brutalité. Elle avait travaillé à ses côtés pendant des années, et s'il était exigeant, il était aussi loyal. Parmi les jeunes servantes, des rumeurs couraient selon lesquelles Clara avait craint quelqu'un d'extérieur à la maison. Une jeune fille, tordant son tablier dans ses mains, parla d'un homme qu'elle avait vu rôder près des grilles au crépuscule une semaine avant la fête. La description était vague, à peine plus qu'une ombre et un bord de chapeau, mais elle s'imprégnait mal de l'esprit de ceux qui l'entendent. Miss Marple écouta tout cela sans commentaire. Cet après-midi-là, elle visita le jardin du presbytère, son tricot dans un petit panier, et se retrouva assise au milieu d'un cercle de femmes déterminées à décortiquer chaque détail de l'affaire. Elles discutèrent des certitudes de l'inspecteur, des prétendues promenades nocturnes de Clara et des manières particulières de Madame Carroway. Miss Marple se contenta d'une remarque anodine. Le tempérament humain conduit souvent à l'exagération, et un étang tranquille peut cacher de profonds courants. Ces paroles, prononcées avec douceur, furent qualifiées de platitudes. Pourtant, elle observa attentivement la façon dont Madame Bantry se penchait en avant, avide de condamnation, et la façon dont la femme du vicaire parlait plus de bienséance que de vérité. C'était dans ces petites choses que Miss Marple mesurait les caractères. Au manoir, l'attention de Crail se porta brièvement sur Madame Carroway. Il l'interrogea avec une insistance brusque, suggérant que sa dentelle espagnole et ses airs étrangers révélaient des secrets, qu'elle préférait garder secrets. Elle répondit froidement, ses yeux sombres immobiles sous la mantille. Oui, Clara a admiré son voile. Oui, elle avait un jour prêté à la jeune fille un livre sur les traditions espagnoles. Non, elle n'avait rien à voir avec la mort de la servante. Pressée de questions, elle fit remarquer que les villageois anglais confondaient souvent mystère et culpabilité, et que sa vie lui avait appris le danger des soupçons infondés. Crail part insatisfaite mais peu convaincue de son innocence. Le grand livre mentionné par Lady Hardwicke s'avéra un autre détail intéressant. Il avait été récupéré dans le bureau peu avant que Clara ne soit retrouvée morte. Croyait en feuilletant les pages, ne trouvant rien de plus sinistre que des listes de dépenses ménagères. Pourtant, Miss Marple, lorsque Lady Hardwicke lui en parle plus tard dans la journée, réfléchit à ce curieux timing. Pourquoi Clara avait-elle été envoyée le chercher à ce moment précis? Et pourquoi le majordome l'avait-il oublié, lui qui se faisait un point d'honneur d'être ordonné? Le soir apporta de nouvelles complications. Un garçon livrant du charbon affirme avoir vu Clara parler sérieusement avec un inconnu près de la gare la semaine précédant sa mort. Il ne put dire qui était cet homme, mais seulement que Clara semblait agitée. L'inspecteur balaya l'affaire d'un revers de main, déclarant les enfants peu fiables comme témoins. Miss Marple, cependant, y réfléchit attentivement. Les enfants, elle le savait, remarquaient souvent ce que les adultes oubliaient, car ils regardaient sans s'y attendre. Dans la taverne, les spéculations atteignent leur paroxysme. Les verres trinquent et les voix s'élevaient, tandis que les hommes discutèrent de l'identité du meurtrier. Certains se contentent de Simone comme coupable. D'autres insistaient sur le fait que la mentisse de la veuve était trop théâtrale pour ne pas contenir d'indices. Quelques-uns osèrent des suppositions plus audacieuses, un amant jaloux, un voleur surpris en flagrant délit, ou même une servante jalouse. Chaque théorie trouvait son défenseur, et la taverne vibrait de l'énergie des conjectures. Dehors, la ruelle du village était calme, les étoiles se détachant sur le ciel sombre, mais entre ces murs, la suspicion humaine brûlait de tout son éclat. Miss Marple retourna à son cottage au crépuscule, le visage serein, même si son esprit ne l'était pas. Elle était assise près de sa fenêtre, la lumière de la lampe projetant une douce lueur sur son panier à tricot. Elle pensa à Simmons figé sous le regard scrutateur de Crail. Elle pensa à Madame Carroway, serrant sa mantille avec une intensité qui semblait plus profonde que le chagrin. Elle pensa à Clara, joyeuse mais distraite, arpentant le manoir le matin de sa mort. Chaque personnage se dressait dans son esprit comme une pièce sur un échiquier, leurs mouvements guidés par des motivations à moitié cachées. L'inspecteur était peut-être impatient de déclarer échec et mat, mais Miss Marple soupçonnait que la partie était loin d'être terminée. Car, au cours de ces longues années d'observation, elle avait appris une vérité simple. Le suspect, évident, était rarement le coupable.
Les gens étaient trop prompts à s'emparer de ce qui se présentait à eux, oubliant que les apparences étaient aussi truquées que les réalités. La nature humaine, songea-elle, était infiniment douée pour la dissimulation. Et quelque part dans les ruelles tranquilles de St. Mary Mead, le véritable meurtrier évoluait inaperçu, son secret intact pour l'instant. Le lendemain matin, une brume pâle s'accrochait aux haies et adoucissait les contours des chaumières. St. Mary Mead semblait silencieuse, comme si le village lui-même attendait une solution. Pourtant, sous ce silence, les ragots continuèrent de prospérer. Simmons, le majordome, restait le suspect favori de ceux qui se fient au jugement de l'inspecteur. D'autres, plus enclins au drame, murmuraient au sujet de la mantille de dentelle de Madame Carroway, qui avait désormais pris l'allure d'un talisman sinistre. Chaque version des faits était enrichie de nouveaux détails, jusqu'à ce que la vérité semble presque impossible à distinguer de l'invention. Miss Marple, cependant, ne se contenta pas de cette invention. Elle rend visite à Lady Hardwicke un matin, sous prétexte de lui apporter des boutures de sa roseraie. Lady Hardwicke, lasse des questions de l'inspecteur, les accepte gracieusement et l'invite au salon. Là, les deux femmes s'assirent, le thé servi, tandis que des bruits d'activité tamisée s'échappèrent des cuisines. Lady Hardwicke parla du désordre, la voix aigre d'indignation. Elle avait bâti sa maison sur commande, et maintenant tout semblait instable. Miss Marple écoutait avec bienveillance, les yeux rivés sur la table basse, où un petit plat rempli d'épingles était posé à côté d'un mouchoir plié. C'était un spectacle ordinaire, mais quelque chose en lui attira son attention. Elle se souvenait très bien que le jour de la garden party, Clara portait un tablier impeccable, fermé par des épingles en laiton. Elle l'avait remarqué sur le moment, car une épingle avait brillé au soleil avec une luminosité inhabituelle tandis que la jeune fille se penchait pour ranger les tasses. Mais à présent, tandis que Lady Hardwicke parlait, Miss Marple se rappelait que lorsque le corps de Clara avait été découvert, la fermeture du tablier était mal fixée. Une épingle manquante. Sur le moment, cela lui avait semblé insignifiant au milieu de l'horreur. Maintenant, dans le calme du salon, tout lui revenait avec clarté. Elle n'en parle pas à voix haute. Elle sirota son thé et murmura un mot de sympathie. Pourtant, l'image lui restait une épingle manquante, une attache desserrée, un détail si insignifiant que personne d'autre ne l'avait remarqué. De tels détails, elle le savait, en disaient plus que des aveux criés sous la pression. Ils révélaient une perturbation, une interférence, la main d'autrui là où il n'aurait pas dû y en avoir. Plus tard dans la journée, l'inspecteur convoqua de nouveau Simmons. Il insista, exigeant de savoir pourquoi Clara avait été envoyée dans le bureau. Simmons répéta son explication. Sa patience s'effiloche. Il avait oublié le registre, et Lady Hardwicke avait demandé à Clara d'aller le chercher. Il n'y avait rien de plus. Crail secoua la tête et marmonna que la mémoire des domestiques était une commodité. Sa conviction se renforça, bien qu'il lui manquât les preuves nécessaires pour l'arrêter. Le village attendait avec impatience, comme si sa certitude seule pouvait régler l'affaire. Pendant ce temps, Miss Marple traversait lentement le cimetière. La brume s'était dissipée, et le soleil d'automne éclairait à présent les pierres penchées. Elle s'arrêta près du porche, où Madame Bantry et la femme du pasteur étaient en pleine conversation. Elles se retournèrent avec empressement pour annoncer la nouvelle Clara avait été vue quelques jours plus tôt chez le mercier, achetant du fil plus fin que ses moyens habituels. Cela suggérait sûrement une indulgence secrète, peut-être un cadeau pour un amant. Miss Marple inclina la tête, mais ne fit aucun commentaire. Ses pensées s'étaient ailleurs, fixées sur l'image du tablier et de son épingle manquante. Ce soir-là, elle rend discrètement visite à Madame Carroway. La veuve la reçut avec une pointe de surprise, mais s'habitua rapidement à sa compagnie. Elles s'assirent ensemble dans le petit salon de sa maison de location, où les bibelots espagnols côtoient le mobilier anglais. La mantille était soigneusement suspendue au dossier d'une chaise, son motif de dentelle aussi complexe qu'une toile d'araignée. Madame Carroway parle de sa solitude depuis son retour de l'étranger, de son sentiment d'être observée partout où elle allait. Elle avoua que Clara avait été gentille avec elle, manifestant une réelle curiosité pour ses voyages. Miss Marple écouta attentivement, son regard se posant une fois sur la mantille, où elle remarqua un léger accroc dans la dentelle, comme si quelque chose s'y était accroché. Madame Carroway, suivant son regard, la souleva vivement et lissa le tissu, remarquant que la vie de village n'était pas tendre avec les choses délicates. De retour chez elle, Miss Marple s'assit près du feu et réfléchit à ce qu'elle avait vu. L'accroc à la mantille, l'épingle manquante au tablier, le registre récupéré à un moment inopportun.
Tout cela semblait insignifiant, et pourtant, ensemble, ils formaient un schéma. Elle avait souvent constaté que les gens se révélaient non pas par des traits audacieux, mais par de petits signes inattendus. Une femme tirant trop vite sur son voile, une servante parlant avec trop de précision, une hôtesse dissimulant une incohérence. Tels étaient les marqueurs de la vérité humaine. Dehors, le village se préparait à une nouvelle nuit agitée. À la taverne, les hommes se disputaient sur la culpabilité de Simmons. Au presbytère, la femme du vicaire racontait des histoires à scandale pour sa prochaine visite. Au manoir, Lady Hardwicke se retira, sa fierté intacte, mais sa paix troublée. Et dans sa chaumière tranquille, Miss Marple croisa les mains sur son tricot et songea que le crime n'était pas aussi simple que l'inspecteur le croyait. Quelqu'un avait été imprudent dans un moment de dissimulation, et elle en avait vu la trace. L'astuce était maintenant d'attendre et d'observer, car tôt ou tard, la nature humaine se trahit toujours. L'insistance de l'inspecteur avait déstabilisé le manoir, et dès le 6e jour, l'atmosphère à St. Mary Mead était empreinte de spéculation. Un meurtre ne pouvait être absorbé par les ragots du village que pendant un certain temps, avant de peser sur la vie de ceux qui avaient quelque chose à cacher. Ceux qui autrefois traversaient le chemin en se saluant joyeusement, s'évitent désormais les regards, et les invitations polies à prendre le thé étaient teintées de suspicion. C'était comme si la mort de Clara avait levé le voile sur le village, révélant des craintes qui persistaient depuis des années. Au manoir de Oldstone, Lady Hardwicke convoqua sa maisonnée au salon dans un rare geste d'unité. Elle déclara fermement que l'honneur de sa famille et la réputation de son domaine ne seraient pas entachés par de vains murmures. Chaque domestique se tenait debout, figé dans un silence pesant, la cuisinière s'essuyant les yeux tandis que les servantes s'agitaient, mal à l'aise. Simmons, le majordome, gardait sa posture avec la dignité d'un homme injustement accusé. Pourtant, Miss Marple, invitée par Lady Hardwicke en signe de bienséance, remarqua que derrière cette rigidité se cachait un malaise. Ses mains, fermement jointes derrière son dos, se contractent par intervalles, comme s'il exprimait l'envie de parler plus hardiment pour sa propre défense. Ce fut cependant Madame Carroway qui attira le plus l'attention. Elle arriva au manoir à l'improviste cet après-midi-là, sa mantille de nouveau arrangée sur ses cheveux noirs. Sa présence fit sensation parmi les domestiques, et Lady Hardwicke la reçut froidement. Madame Carroway annonça qu'elle était venue rétablir la vérité, car elle en avait assez des rumeurs qui associèrent son nom à la mort de Clara. Elle admit que Clara avait effectivement visité ses appartements plus d'une fois, curieuse de connaître les lieux et avide d'entendre parler d'Espagne. Elle avait même demandé à Madame Carroway si la mantille avait une signification symbolique. Madame Carroway affirma que non, bien qu'elle ait senti que Clara insistait pour obtenir une vérité cachée. Pourquoi la servante était-elle si intéressée? Elle l'ignorait. À cette révélation, les sourcils de Lady Hardwicke froncèrent, et l'inspecteur, qui écoutait en retrait, griffonna furieusement dans son carnet. Les villageois, eux aussi, commencèrent à révéler des bribes de leurs propres secrets, sous la pression d'interrogatoires constants. M. Lumley, le maître d'école, se mit sur la défensive lorsqu'on l'interrogea sur le fait que Clara avait emprunté son guide de voyage espagnol. Il marmonna qu'il prêtait des livres gratuitement et qu'il ne devait pas être tenu responsable de l'imagination des autres. Pourtant, ses joues rouges et son irascibilité trahissaient un malaise. L'épouse du pasteur, d'ordinaire calme, avoua avoir un jour aperçu Clara flâner devant l'église après l'office du soir, en conversation avec un homme qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle avait sur le moment considéré cela comme anodin, mais à la lumière du jour, elle craignait que cela ne signifie plus grand-chose. Son hésitation révélait non seulement son incertitude, mais aussi sa réticence à avoir caché un tel détail plus tôt. Des affrontements éclatèrent également dans des coins plus calmes. Chez l'épicier, Madame Bantry contesta l'exactitude des récits de Madame Perkins, l'accusant d'inventer des détails pour le plaisir du drame. Les voix s'élevèrent, les paniers furent desserrés, et toute la boutique se retourna pour regarder. Les deux femmes partirent furieuses, convaincues de la malveillance de l'autre. De telles querelles, bien qu'apparemment mineures, témoignent de la tension qui pesait sur le village. Miss Marple évoluait doucement au milieu de ces courants, posant peu de questions mais voyant beaucoup. Elle observait que les personnes soupçonnées se trahissaient souvent non par leurs aveux, mais par leurs non-dits. Madame Carroway, par exemple, s'était empressée de déclarer la mantille dénuée de sens. Pourtant son geste rapide pour lisser l'accroc dans la dentelle trahissait son inquiétude. Simmons avait parlé de loyauté,
Pourtant son silence lorsque Lady Hardwicke avait laissé entendre son humeur était révélateur. Lady Hardwicke elle-même, si insistante pour l'ordre, révélait dans sa voix saccadée les profondes failles de son sang-froid. Miss Marple avait appris depuis longtemps qu'on ne peut s'empêcher de se montrer, même lorsqu'on souhaite le plus se cacher. C'est dans le cimetière, cet après-midi-là, qu'un autre secret fut révélé au grand jour. Une jeune servante du manoir, pressée par ses compagnes, avoua avoir entendu Clara se disputer avec quelqu'un dans le couloir 2 nuits avant la garden party. La voix était masculine, basse et pressante. Elle ne pouvait jurer de qui elle parlait, mais elle pensait qu'il s'agissait de Simmons. Les autres haletèrent, et l'histoire se répand avec une force renouvelée. Pourtant, Miss Marple remarqua l'hésitation de la servante, l'incertitude dans son ton. La peur, elle le savait, pouvait amplifier la mémoire, transformant le doute en conviction. Le soir venu, l'inspecteur était plus certain que jamais de la culpabilité de Simmons. Il parle avec assurance, dans la taverne, des contradictions dans le récit du majordome, d'une dispute surprise, d'une colère trop longtemps contenue. Les hommes du village hochèrent gravement la tête, ravis que la situation semble imminente. Pourtant, un malaise régnait parmi les femmes qui murmuraient que l'histoire ne collait pas tout à fait. Clara avait été vive, curieuse, peut-être empêtrée dans des affaires qui dépassent pour son rang. Faire porter toute la responsabilité à Simmons semblait une conclusion trop facile pour une histoire qui avait commencé par des détails aussi étranges. Miss Marple, tranquillement assise dans sa chaumière avec son tricot, repensait aux révélations de la journée. Des secrets avaient commencé à refaire surface, mais tous ne pointaient pas vers la culpabilité. Ils révélèrent plutôt les liens complexes des relations humaines, l'envie, l'orgueil, la honte et le désir. Clara avait touché de nombreuses vies, et chaque lien avait son propre poids. L'épingle manquante, l'accroc à la mantille, les dénégations hâtives, tout cela restait gravé dans l'esprit de Miss Marple comme les signes d'un abîme plus profond. L'inspectrice était peut-être prête à refermer le filet, mais elle savait que la vérité n'était pas encore tout à fait tissée. Alors que la nuit tombait sur St. Mary Mead, le village s'agitait à nouveau. Derrière les rideaux tirés, les conversations chuchotaient jusque tard dans la soirée. Les amitiés se tendent, les confidences se brisent, et chaque regard est chargé de suspicion. Et dans le calme de son salon, Miss Marple posa son tricot et contempla le feu, certaine que le véritable secret ne résidait pas dans les accusations bruyantes, mais dans les silences entre elles. La suspicion avait atteint son paroxysme lorsque le village se réveilla sous le choc. Peu après l'aube, la nouvelle courut dans les ruelles qu'un autre incident s'était produit au manoir d'Oldstone. Il ne s'agissait pas d'un autre décès, bien que des rumeurs étouffées l'ayant d'abord affirmé. Il s'agissait plutôt d'un vol, découvert par la servante, en allant ranger le salon. La tabatière en argent de Lady Hardwicke, un objet de famille conservé sur la cheminée, avait disparu pendant la nuit. En temps ordinaire, une telle perte aurait été source de grande émotion après le meurtre de Clara. Elle fut accueillie avec une certaine inquiétude. Pour beaucoup, cela semblait la preuve que Simmons était désespéré et coupable. Pour d'autres, cela suggérait que le crime était plus vaste qu'un simple acte de violence. L'inspecteur Crail saisit le vol comme une confirmation de ses soupçons. Il déclara haut et fort dans la rue principale qu'il était tout naturel qu'un domestique déjà coupable de meurtre se mette à dérober des objets de valeur. Les villageois acquiescèrent, impatients d'obtenir un récit cohérent. Pourtant, quelques-uns froncèrent les sourcils. La fierté du majordome pour l'ordre était bien connue, et même ceux qui le croyaient capable de s'emporter doutaient qu'il s'abaisse à voler un bibelot. La contradiction les intriguait, même si peu osaient l'exprimer publiquement. Miss Marple, quant à elle, réfléchit au moment opportun. Pourquoi le vol aurait-il lieu maintenant, alors que la surveillance était à son comble? Un voleur habile évitait l'attention, et pourtant, cet acte l'attirait. Elle repensa au tablier de Clara, à l'épingle manquante et à l'accroc à la mantille. Ce n'étaient pas les marques d'un coup audacieux, mais d'une dissimulation précipitée. Le vol lui semblait similaire, un geste conçu non pour le gain, mais pour la distraction. Cet après-midi-là, Madame Carroway fut de nouveau l'objet de rumeurs. Certains prétendaient l'avoir vue près du manoir la veille au soir, sa mantille illuminant la lanterne à son passage. D'autres affirmaient qu'elle n'avait pas quitté son cottage. Les histoires contradictoires se répandirent alors comme des vagues, chacune plus certaine que la précédente version. Madame Carroway, confrontée à Madame Bantry au bureau de poste, leva fièrement la tête et raconta qu'elle avait passé la soirée seule à écrire des lettres. Pourtant,
Ses joues s'empourprèrent en parlant, et sa main trembla légèrement en ajustant son voile. Pour mademoiselle Marple, qui se tenait silencieusement à proximité, c'était un autre signe révélateur. Pendant ce temps, Simmons faisait face à une hostilité croissante. 2 villageois, enhardis par l'assurance de Crail, murmurèrent d'un ton sombre en passant devant le cimetière. Il le supporta en silence, mais sa posture rigide trahissait la tension. Ce soir-là, l'inspecteur annonça à la taverne qu'il aurait des motifs suffisants pour l'arrêter d'ici quelques jours. Cette déclaration fut accueillie par les acclamations de certains et par un silence gêné d'autres. Le meurtre de Clara avait déstabilisé le village, mais l'idée d'arrêter un homme qu'ils connaissèrent depuis des années apportait son lot de malaise. Le véritable rebondissement eut lieu plus tard dans la nuit. Un garçon livrant des messages liés à la gare tomba par hasard sur un petit paquet enveloppé dans du tissu près de la haie, près du manoir. À l'intérieur se trouvait la tabatière disparue de Lady Hardwicke, ainsi qu'un objet bien plus surprenant, un morceau de dentelle déchiré et effiloché. La découverte fit grand bruit. La tabatière était ternie mais intacte, suggérant qu'elle avait été jetée plutôt que volée. Le fragment de dentelle, en revanche, présentait un motif indéniablement similaire à celui de la mantille de Madame Carroway. Au matin, le village était en émoi. Madame Perkins déclara les preuves irréfutables. Madame Bantry raconta l'histoire à qui voulait l'entendre, embellissant à chaque fois jusqu'à ce que la dentelle devienne un voile intégral. La femme du pasteur secoua tristement la tête, disant qu'elle avait eu pitié de Madame Carroway, mais qu'elle avait toujours soupçonné des influences étrangères de semer le trouble. L'inspecteur Creel, triomphant, annonça que l'affaire touchait à sa fin. Pour lui, le fragment de dentelle était une preuve suffisante que Clara était empêtrée dans une affaire dangereuse dont Madame Carroway était le centre. Madame Carroway elle-même supporta l'examen avec une froide dignité. Elle nia que la dentelle lui appartenait, même si elle ne put dissimuler une lueur d'inquiétude dans son regard. Elle fit remarquer que la dentelle pouvait être imitée, que la couturière du village s'était autrefois intéressée au modèle de la mantille. Mais ses protestations sonnèrent creux face à la vague croissante de suspicion. Lady Hardwicke, bien qu'apparemment compatissante, garda ses distances, refusant d'être associée à un scandale. Les domestiques chuchotèrent entre eux, jetant des regards inquiets lorsque Madame Carroway entra dans la pièce. Seule Miss Marple semblait indifférente à l'excitation. Elle examina le morceau de dentelle lorsqu'on le lui montra, le faisant tourner délicatement entre ses doigts. L'accroc correspondait au défaut qu'elle avait remarqué quelques jours auparavant sur la mantille. Pourtant, quelque chose dans la coupe la troublait. Elle était trop nette, trop délibérée, comme si la dentelle avait été déchirée non par accident, mais intentionnellement. Elle n'en dit rien à l'inspecteur qui ne l'aurait pas écoutée. Au lieu de cela, elle rangea cette pensée, une autre pièce du puzzle silencieux se formant dans son esprit. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son feu, tandis que le village grouillait de ragots. Elle songea au vol qui n'en était pas vraiment un, à la dentelle qui semblait plantée plutôt que perdue, au secret évoqué par des voix précipitées et des mains tremblantes. La mort de Clara avait réveillé de vieux courants sous la surface de la vie du village, et maintenant ces courants en entraînent d'autres dans leur sillage. Il ne s'agissait plus d'un crime isolé, il s'agissait de dissimulations superposées, chacune menaçant de tout défaire. L'inspecteur, rouge de triomphe, croyait avoir cerné son coupable. Les villageois, avides de drame, étaient prêts à le condamner. Pourtant, Miss Marple, observant la lueur du feu vaciller sur ses aiguillettes à tricoter, savait que l'histoire n'était pas encore terminée. La nature humaine, se rappela-t-elle, était trop complexe pour être résolue par des bouts de dentelle et des déclarations fracassantes. La vérité, encore cachée, attendait l'œil patient qui pouvait voir au-delà des apparences. La découverte du fragment de dentelle avait semé l'agitation dans le village, mais Miss Marple la considérait avec le calme de quelqu'un qui avait déjà vu bien des fausses pistes. Elle savait que des preuves déposées trop soigneusement en disaient souvent plus sur leur commanditaire que sur le crime lui-même. Pourtant, elle laissa les autres poursuivre leurs investigations, car la suspicion avait son utilité. Lorsqu'on se croyait en sécurité ou convaincu de la culpabilité d'autrui, on en révélait souvent bien plus qu'on ne le souhaitait. Ce matin-là, Miss Marple rend visite à Lady Hardwicke, soi-disant pour s'enquérir du bien-être de la maisonnée. Le salon était lourd de trouble. Simmons se tenait près de la cheminée, le visage figé dans des rides de granit, tandis que Madame Carroway était assise, raide, sa mantille repliée sur ses genoux comme un étendard abattu. Lady Hardwicke accueillit Miss Marple avec soulagement, car la présence de la vieille dame avait le don de rétablir l'ordre. On servit du thé, on tenta de discuter,
Mais sous tout cela couvait une tension aussi palpable que le tic-tac de la pendule. Miss Marple commença son interrogatoire délicat. Elle remarqua la tension de la semaine, la difficulté de poursuivre ses devoirs sous un tel nuage. Elle s'adressa d'abord à Simmons, lui demandant de sa voix douce s'il trouvait du réconfort dans la routine. Les mains du majordome se crispèrent autour du plateau qu'il portait, et il répondit sèchement que l'ordre était tout ce qui restait en de telles circonstances. Miss Marple hocha la tête, l'air serein, bien qu'elle eût remarqué la vivacité de son ton. Un homme qui défend son innocence s'exprimait souvent avec moins de véhémence qu'un homme qui protège quelque chose d'autre ne se hérissait à la moindre question. Se tournant vers Madame Carroway, Miss Marple admira la mantille et fit un doux commentaire sur sa délicate dentelle. Les doigts de la veuve se crispèrent sur le tissu, et ses yeux sombres vacillaient. Elle expliqua assez hâtivement que ce genre de dentelle s'accrochait facilement, se déchirait facilement, surtout dans les ruelles des villages, où les ronces s'accrochaient aux vêtements. Mademoiselle Marple murmura son accord, comme si elle ne discutait que de la fragilité des fleurs. Pourtant, elle remarqua la défense précipitée, la promptitude de l'explication, avant même que la question ne soit posée. Une telle préparation témoignait d'un esprit habitué à se protéger. Lady Hardwicke, fière et vigilante, s'impatienta de cette conversation feutrée. Elle déclara fermement que les soupçons de l'inspecteur étaient fondés et que justice serait bientôt rendue. Miss Marple se contenta de sourire et demanda si la tabatière en argent avait été remise à sa place. Lady Hardwicke fronça les sourcils, surprise par la trivialité de la question, mais répondit que oui. Le regard de Miss Marple s'attarda un instant sur elle, puis se reporta à son tricot qu'elle avait repris au milieu de la discussion. C'est dans ces légers changements de ton, dans la façon dont les gens se révélaient lorsqu'on les pressait sur des sujets ordinaires, que Miss Marple trouvait sa vérité. Dans l'après-midi, Miss Marple se rendit au presbytère, où la femme du pasteur était impatiente de partager son point de vue. Autour d'un gâteau éponge, elle confie avoir un jour aperçu Clara parler à voix basse avec Madame Carroway près du portail de l'église. Elle n'y avait guère prêté attention sur le moment, mais y trouvait désormais une grande importance. Miss Marple l'écouta avec bienveillance, hochant la tête à intervalles réguliers, puis posa une seule question, apparemment anodine. Clara portait, elle, son tablier, à ce moment-là. Où le portait-elle? La femme du pasteur cligna des yeux, incapable de se souvenir. Le détail lui parut absurdement insignifiant, mais Miss Marple ravala le vide de la réponse avec satisfaction. On oublie souvent ce qui est sans importance pour soi, mais essentiel à la vérité. Le soir, elle avait fait une tournée discrète du village. Elle discutait avec le commerçant, le laitier et même le garçon de charbon, lançant à chaque fois une petite question, une suggestion déguisée en curiosité. Certains la repoussaient, d'autres répondaient avec empressement, mais chacun révélait une part de son point de vue. Elle remarquait qui s'énervait, qui se mettait sur la défensive, et qui s'efforçait de paraître sûr de lui. Ce qui comptait moins dans les mots que dans la manière dont ils étaient prononcés. Le moment le plus révélateur fut lorsqu'elle retourna à son cottage et trouva Simmons l'attendant à sa porte. Son attitude était raide, sa voix basse. Il la supplia de croire en son innocence, déclarant qu'il avait servi les Hardwicke fidèlement pendant des décennies et qu'il n'avait aucune raison de faire du mal à Clara. Miss Marple le regarda avec douceur et lui demanda pourquoi, alors, n'avait-il pas défendu sa cause plus fermement devant l'inspecteur. Simmons hésita, son sang-froid s'effritant. Il marmonna quelque chose à propos de loyauté envers sa maîtresse, de ne pas vouloir scandaliser les affaires familiales. Miss Marple posa une main sur son bras, hochant la tête en signe de compréhension, mais elle nota mentalement l'erreur. Affaire de famille. Une expression étrange pour un domestique à propos des affaires de son employeur. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, son tricot s'allongeant sur ses genoux. Elle repensait à ce qu'elle avait vu, la hâte défensive de Madame Carroway, l'insistance fragile de Lady Hardwicke, la dignité conflictuelle de Simmons. Chacun avait révélé une fissure sous la surface, une petite fracture où la vérité se heurtait à la dissimulation. Pour la plupart, ce n'étaient que des fragments sans cohérence. Pour Miss Marple, c'était sur les prémices d'un modèle. La nature humaine, elle le savait, se dissimule rarement complètement. Les gens se révèlent dans leurs moindres gestes. Et, maintenant, chaque jour qui passait, le masque du meurtrier tombait. Bientôt, une épreuve supplémentaire, un petit coup de pouce supplémentaire, mettrait la vérité en lumière. Les jours qui suivent, les tests discrets de Miss Marple n'apportèrent pas de répit à St. Mary Mead. Le village semblait même plus perturbé,
comme si le crime avait déclenché des courants incontrôlables. L'inspecteur Creel continua d'arpenter les rues avec suffisance, déclarant à qui voulait l'entendre qu'une arrestation était imminente. Sa confiance était censée rassurer, mais elle laissa beaucoup de gens inquiets. Plus il s'approchait de la dénonciation de Simmons, plus la résistance s'intensifie dans les murmures. On commençait à se demander si la détermination de l'inspecteur n'était pas moins motivée par la vérité que par le désir d'en finir avec l'affaire. Au manoir d'Oldstone, Lady Hardwicke s'efforçait de maintenir l'ordre. Elle organise un dîner pour 2 familles voisines, espérant restaurer un semblant de normalité, mais ses efforts échouèrent. La place vide à la table des domestiques fut vivement ressentie, et les conversations dans le salon se tournèrent inévitablement vers Clara. Lady Hardwicke parla avec raideur de devoir et de persévérance, mais ses invités partirent tôt, perturbés par l'air lourd. Même sa présence imposante ne parvint pas à effacer le sentiment que la maison était marquée par la tragédie. C'est à la taverne qu'éclata la confrontation suivante. Le colonel Melrose, corpulent et le visage rouge, annonça haut et fort que le village ne pouvait plus tolérer d'hésitation. Il insista pour que Simmons soit emmené avant qu'une nouvelle disgrâce ne s'abatte sur le manoir de Oldstone. Madame Bantry s'y opposa aussitôt, déclarant que Madame Carway était la personne la plus suspecte et que la dentelle en était la preuve suffisante. Les voix s'élevèrent, et bientôt la taverne trembla de disputes. L'inspecteur, ravi de cette démonstration de conviction, s'en sert pour renforcer sa propre certitude. Pourtant, mademoiselle Marple, sirotant son modeste chéri dans un coin, ne vit que confusion. Plus les cris se faisaient entendre, plus elle se fiait à ses observations discrètes. Le lendemain, un curieux incident survient. Une lettre fut découverte dans la haie près du portail du manoir, son enveloppe tachée de terre. Elle était adressée à Clara, bien que inachevée, avec seulement son prénom écrit dessus. L'écriture était grossière, les mots à l'intérieur étaient « Bref, retrouve-moi près du chemin. Ce doit être ce soir. Rien de plus. » L'inspecteur y voit la preuve d'une liaison secrète, peut-être avec Simmons ou un autre domestique. Les villageois murmurèrent d'excitation, convaincus que le mystère s'éclaircissait. Mais Miss Marple examina attentivement la lettre. Le pli était trop froissé, l'encre trop fraîche. Elle n'avait pas résisté aux intempéries comme elle aurait dû si elle avait été déposée quelques jours plus tôt. À ses yeux, cela ressemblait moins à une vérité qu'à une pièce de théâtre. Cette pensée la hantait lorsqu'elle rendit visite à Madame Carway ce soir-là. La veuve la reçut froidement, sa fierté s'effiloche. Miss Marple s'enquit gentiment de Clara, lui demandant si elle avait déjà parlé de projets ou de craintes. Madame Carway hésita, puis avoua que Clara avait un jour demandé si les secrets restaient toujours cachés dans les petits villages. Elle avait ri sur le moment, pensant à une curiosité enfantine, mais maintenant ces mots la hantaient. Miss Marple écouta, hochant doucement la tête, et fit remarquer que les secrets restèrent rarement enfouis bien longtemps. La nature humaine avait tendance à se trahir. Madame Carway frissonna, malgré la chaleur de la pièce. Plus tard, au crépuscule, Miss Marple rentre chez elle en passant devant le cimetière. L'allumeur de réverbère avançait le long du chemin, sa perche portant la flamme à chaque globe de verre, l'un après l'autre. L'air sentait la terre humide et la fumée de bois. Elle pensa à la lettre, à la dentelle, à l'épingle manquante et à l'accroc de la mantille. Chaque pièce semblait dispersée, mais ensemble, elles suggèrent une intention. Quelqu'un s'efforçait de tisser une histoire, de détourner soigneusement les soupçons. La question n'était pas de savoir qui paraissait coupable, mais à qui profitait le plus de cette culpabilité pointée ailleurs. Lorsqu'elle arriva à son cottage, Miss Marple était convaincue que le moment était proche. L'inspecteur demande une arrestation dans les jours à venir, et si rien n'était fait, son erreur pourrait condamner un innocent. Les véritables coupables, cependant, commençaient à se trahir. Dans des défenses hâtives, des mensonges maladroits, des gestes insouciants, le masque tombait. Elle refusait de les affronter. Pas encore, jusqu'à ce qu'elle ait assisté à une ultime réaction, à une ultime épreuve de la nature humaine. Mais bientôt, très bientôt, les ombres se dissiperont et la vérité sera révélée. La certitude de l'inspecteur avait atteint son paroxysme lorsque Miss Marple suggéra, avec une fermeté tranquille, que la maisonnée de Oldstone Manor se réunisse à nouveau dans le salon. Lady Hardwicke accepta, car bien que hérissée par l'intervention de la vieille dame, elle aspirait à une résolution. Ainsi, par un après-midi gris où la pluie claquait légèrement contre les fenêtres, les personnages clés se rassemblèrent. Lady Hardwicke, Simmons, sévère et pleine d'attente, Madame Carway,
pâle mais posé, sa mantille drapée sur les épaules comme un bouclier, et l'inspecteur lui-même, carnet à la main, la moustache hérissée d'autorité. Quelques villageois, incapables de résister à la curiosité, avaient été admis au fond de la pièce. L'air était lourd, chargé d'impatience. Miss Marple était assise près du feu, son tricot posé sur ses genoux. Elle semblait l'image même du calme familial, pourtant ses yeux brillaient, sa voix douce mais autoritaire lorsqu'elle commença à parler. Elle rappela à tous la mort de Clara, la tragédie qui avait troublé la paix de St. Mary Mead. Elle parla des rumeurs, des soupçons, des fragments de preuves découverts, de l'épingle manquante du tablier de Clara, de l'accroc à la dentelle, du vol et de la restitution de la tabatière, de la lettre mystérieuse. Chacun, disait-elle, avait été traité comme s'il s'agissait d'un événement isolé, mais pris ensemble, ils formaient un schéma incontournable. L'inspecteur l'interrompit avec impatience, déclarant que la culpabilité de Simmons était déjà évidente. Miss Marple inclina poliment la tête, mais insista. Elle expliqua que Clara n'était ni une voleuse, ni une jeune fille empêtrée dans des histoires d'amour folles. Elle avait été observatrice, curieuse, peut-être trop curieuse pour sa propre sécurité. Le jour de la garden party, Clara avait été envoyée chercher un registre dans le bureau. Ce registre, fit remarquer Miss Marple, ne contenait rien d'inhabituel, mais son timing était primordial. Clara avait vu quelque chose, ou peut-être quelqu'un lié à ce registre, et c'est pour cette raison qu'elle avait été réduite au silence. Son regard se tourna vers Simmons, qui se raidit. Pourtant, la voix de Miss Marple reste douce. La loyauté du majordome, dit-elle, était incontestable. Son lapsus concernant les affaires familiales ne trahissait pas sa culpabilité, mais la peur de révéler les affaires privées de sa maîtresse. Son silence avait été celui de la protection, non celui du crime. L'inspecteur fronça les sourcils, mais les yeux de Simmons brillèrent de soulagement. Miss Marple se tourne alors vers Madame Carroway. La mantille, dentelle, était bel et bien impliquée. Clara l'admirait, peut-être trop ouvertement. Mais le fragment de dentelle retrouvé près de la haie avait été planté délibérément. Sa coupe était trop nette, son emplacement trop commode. Il avait été conçu pour détourner les soupçons du véritable coupable. Madame Carroway protesta d'une voix tremblante, mais le ton de Miss Marple était fermé. L'orgueil de la veuve avait fait d'elle un bouc émissaire commode, et quelqu'un l'avait exploité sans pitié. La pièce était silencieuse lorsque le regard de Miss Marple se posa enfin sur Lady Hardwicke. La grande dame s'agita sur sa chaise, son sang-froid chancelant. Miss Marple parla doucement, presque tristement. Clara avait été envoyée chercher le registre car Lady Hardwicke souhaitait dissimuler certaines écritures. Non pas un vol, ni une extravagance, mais des paiements privés qui, s'ils étaient découverts, révéleraient des dettes et des obligations qu'elle avait cachées à sa maison et à ses voisins. Clara, l'œil vif et curieux, avait remarqué l'anomalie. Elle avait posé des questions, peut-être avait-elle parlé trop librement. Pour cela, elle avait été réduite au silence. Des hoquettes de surprise s'élevèrent au du fond de la pièce. Lady Hardwicke agrippa les accoudoirs de son fauteuil. Elle nia, la voix s'élevant, mais Miss Marple parla avec constance. L'épingle manquante au tablier de Clara indiquait que quelqu'un l'avait saisie à la hâte, détachant ses vêtements. L'accroc à la mantille révéla que Lady Hardwicke, dans sa lutte, avait attrapé le lacet en poussant Clara vers la haie pour la faire taire. Plus tard, consciente de la possibilité de se faire soupçonner, elle avait coupé le lacet et l'avait planté pour impliquer Madame Carroway. Le vol de la tabatière était une autre diversion, une tentative maladroite de suggérer un désordre parmi les domestiques. Chaque acte avait été désespéré, chacun témoignant non pas d'une planification sereine, mais de la panique. Le visage de Lady Hardwicke devint blême. Elle se releva, sa dignité s'effondrant sous le poids de l'exposition. Simmons fit un pas en avant, comme pour la soutenir, mais elle le repoussa d'un geste tremblant. L'inspecteur, momentanément abasourdi, peinait à se ressaisir. Il demanda à Miss Marple si elle en était certaine. Miss Marple inclina la tête, l'air grave. « La nature humaine, dit-elle doucement, se révèle toujours. L'orgueil de Lady Hardwicke, son besoin de préserver l'apparence d'ordre de sa maison, l'avait poussé à un acte de violence que ni la dentelle ni le mensonge ne pouvaient se dissimuler. Pendant un long moment, le seul bruit fut le tic-tac de l'horloge de la cheminée. Puis la voix de Lady Hardwicke rompit le silence. Elle avoua, ses mots débordant de désespoir. Clara avait découvert plus qu'elle n'aurait dû, avait menacé de parler, et dans cet instant de peur et de fureur, Lady Hardwicke avait frappé. Le reste n'avait été que dissimulation, faux pas après faux,
jusqu'à ce que le village lui-même semble déterminé à percer son secret. Les villageois sursautèrent de nouveau, certains de pitié, d'autres de condamnation. Madame Carroway leva sa mantille d'une main tremblante, comme soulagée d'être délivrée de tout soupçon. Simmons baissa la tête, le chagrin gravé sur ses traits. L'inspecteur Cray le referma son carnet, l'orgueil blessé, mais son devoir accompli. Lady Hardwicke resta vaincue, la grandeur de son allure s'effaçant, ne laissant que la fragilité d'une femme anéantie par ses propres choix. Miss Marple, assise tranquillement près du feu, reprit son tricot. Sa voix, lorsqu'elle reprit la parole, était douce et presque mélancolique. C'était tragique, disait-elle, que l'orgueil pousse les gens à privilégier les apparences à la vérité. Mais dans les villages, comme dans la vie, la vérité finit toujours par se frayer un chemin. La mort de Clara fut une douleur qui ne serait pas oubliée de sitôt, et pourtant, justice, aussi douloureuse fut-elle, avait été rendue. Le lendemain matin de la confession de Lady Hardwicke, Sainte Mary Mead était parcourue d'un mélange d'incrédulité et de satisfaction sombre. La nouvelle se répandit rapidement, portée par les postières, les laitiers et le regard toujours attentif des voisins. Il semblait presque impensable que Lady Hardwicke, fière gardienne du manoir et figure d'un sang-froid quasi royal, soit révélée comme meurtrière. Pourtant, les faits avaient été énoncés de sa propre voix tremblante, et la vérité était indéniable. La grandeur de ses perles et son autorité tronquée avaient disparu, ne laissant que l'image austère d'une femme anéantie par l'orgueil. Au manoir, le silence régnait. Les domestiques se déplaçaient à pas feutrés, évitant les regards. Simone se tenait avec une dignité tranquille, même si les rides de lassitude persistaient sur son visage. La cuisinière pleurait à chaudes larmes, déplorant non seulement Clara, mais aussi l'effondrement de l'honneur de la maison. On ne s'appelait plus les invités. Même les commerçants effectuaient leur livraison avec une discrétion précipitée. Le manoir de Oldstone, autrefois le cœur de la société villageoise, semblait désormais délabré, une maison dont chaque rideau laissait des ombres. Dans les ruelles du village, la conversation changea de ton. Fini les déclarations de culpabilité osées lancer contre Simmons ou Madame Carroway. La conversation se transforma en pitié et en stupeur. Madame Perkins murmura qu'elle avait toujours pensé que Lady Hardwicke était trop fière pour son propre bien. Madame Bantry secoua la tête, solennellement pensive, disant que c'était un terrible rappel que même les plus respectés d'entre eux pouvaient tomber. La femme du pasteur parla doucement de pardon, bien que sa voix vacillât devant l'énormité du crime. Les ragots n'avaient là pas cessé, mais ils s'étaient atténués, teintés de tristesse plutôt que du frisson de la spéculation. Madame Carroway, libérée de tout soupçon, se tenait avec un calme retrouvé. Pourtant, elle portait les stigmates de son épreuve, la fatigue ombrageait son menton relevé, et sa mantille était de côté, comme si elle souhaitait ne plus jamais la porter. Certains villageois lui témoignent leur sympathie, d'autres restaient impassibles, car une fois la suspicion installée, elle ne se laissait pas facilement dissoudre. Elle accepta les deux avec grâce, même si son regard trahissait la solitude d'une femme longtemps mise à l'écart. Pour Miss Marple, les jours qui suivirent furent à peu près les mêmes. Elle soignait ses rosiers, s'asseyait près de son foyer et continuait à tricoter avec une diligence silencieuse. Des voisins passaient-ils la voir pour la remercier, s'émerveillaient de sa perspicacité, exprimaient leur étonnement. Elle écoutait avec un sourire modeste, affirmant n'avoir fait qu'observer. Pourtant, dans le silence de sa chaumière, elle s'accorda un instant de réflexion. La mort de Clara avait été un cruel gâchis, fruit non pas d'une malveillance froidement ourdie, mais d'une panique née de l'orgueil. De telles tragédies, elle le savait, naissaient souvent non pas de la seule méchanceté, mais des défauts ordinaires de la nature humaine, amplifiés dans les moments de désespoir. Un soir, tandis que les cloches de l'église sonnaient, Miss Marple, assise à sa fenêtre, regardait les lampadaires s'allumer dans la ruelle. Elle pensa à Clara, à l'ardeur vive qui l'avait poussée à poser trop de questions. Elle pensa à Lady Hardwicke, une femme anéantie non par la haine, mais par la peur d'être démasquée. Elle pensa à Simmons, loyal mais contraint par le devoir, et à Madame Carroway, dont les airs étrangers avaient en fait d'elle une cible facile pour les soupçons. Chacun avait joué un rôle dans le déroulement de la tragédie, même si un seul avait porté le coup fatal. C'était un tissu tissé d'orgueil, de secrets et du simple désir humain de préserver les apparences. Le village commençait lentement à retrouver son rythme. Les enfants jouaient dans les ruelles, le marché grouillait de produits de frais,
et les cloches de l'église appelaient les fidèles à l'office. Pourtant, un certain malaise persistait. Les habitants de St. Mary Mead se souviendraient de la garden party non pas pour l'anniversaire de Lady Hardwicke, mais pour le cri qui avait brisé la paix de l'après-midi. Ils se souviendraient de la rapidité avec laquelle la certitude avait cédé la place au doute, et de la façon dont la suspicion avait viré au gré du vent. Et peut-être, dans les moments plus calmes, se souviendraient-ils de la présence sereine de Miss Marple, de sa capacité à voir au-delà des ragots les vérités cachées dans le comportement humain. Pour Miss Marple elle-même, cette liaison lui rappelait une leçon qu'elle avait depuis longtemps apprise. Le mal n'a pas toujours un visage dramatique. Il se manifeste souvent dans des choix insignifiants, dans une fierté défendue avec trop d'acharnement, dans des secrets gardés avec trop d'acharnement. Les gens, songea-t-elle, sont d'une infinie diversité, mais leurs faiblesses sont remarquablement familières. L'orgueil, la peur, l'envie et l'amour étaient-ce les fils qui unissaient le village, et c'est dans ces fils que la vérité se lisait. Elle plia son tricot, le mit soigneusement de côté, et se servit une tasse de thé. Dehors, le soir s'épaississait, et le monde continuait son cours. Clara ne reviendra pas, et le nom de Lady Hardwicke n'aurait plus jamais la même dignité. Pourtant la vie, inexorable et constante, reprenait son cours. Et Miss Marple, toujours vigilante, restait à sa fenêtre, le regard perçant malgré ses manières douces, sachant qu'à la ville comme à la campagne, la nature humaine offrira toujours ses énigmes.